Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour à tous. Thibaut, je te laisse la parole pour démarrer. Oui, bonjour. Merci de vous être rendus si nombreux. On est très, très fiers avec BioVallée France et France Biotech d'accueillir cet événement et ce webinaire. Donc moi, je suis Thibaut Necker, président fondateur de Metri. Je représente France Biotech, qui est une association constituée de plus de 700 membres, créée pour promouvoir le développement des startups et des entreprises de l'innovation en santé en France. Et Metri est une start-up industrielle lyonnaise qui commercialise et conçoit des organes sur puce permettant d'innerver, de vasculariser et de connecter n'importe quel organe et organoïde. Et donc, nous copilotons cette filière française avec Jean-Dominique qui représente BioVallée. Et je te laisse te présenter, Jean-Dominique. Jean-Dominique Guiton, je suis chargé de mission auprès de BioVallée France, qui est un pôle de compétitivité Grand Est. Mais pour ce projet, nous travaillons au niveau national en collaboration avec Enosis, qui est le groupement de 4 pôles santé en France. Voilà. Thibaut. Et donc, on est très fiers d'aujourd'hui de pouvoir vous présenter la filière. Alors, on a un programme qui est relativement chargé, mais on va présenter un peu ce que sont les organoïdes et les organes sur puce de manière très générique. Et nous avons la chance d'avoir Catherine Bourrienne-Bautista qui va nous présenter justement qu'est-ce que c'est que le comité stratégique de filière. Et nous allons après vous ouvrir sur un premier projet que nous souhaitons élaborer au sein de cette filière. Donc, pour rappel et pour bien introduire les choses, le comité stratégique de filière a défini les organoïdes et les organes sur puce comme tels. Donc, je vais lire la définition. Un organoïde est une version miniature et simplifiée d'un organe issu d'une ou de quelques cellules de tissu, de cellules souches embryonnaires ou de cellules souches pluripotentes induites, qui peuvent s'auto-organiser en une structure tridimensionnelle grâce à leur capacité d'auto-relèvement et de différenciation. Vous avez à gauche un exemple d'organoïde cérébral humain qui vient donc d'une cellule induite pluripotente et qui a naturellement retrouvé une structure tridimensionnelle. Ces organoïdes sont particulièrement utilisés et vont être utilisés par les industriels français comme des mini-organes qui permettent d'anticiper l'effet d'un médicament notamment. À côté de ça, nous avons les organes sur puce qui sont des systèmes microfluidiques, hardware et software, donc qui comprennent simplement de l'organisation géométrique structurelle ou avec des systèmes qui abritent aussi des systèmes biologiques. Et ces systèmes sont capables d'abriter une ou des populations biologiques sur une organisation spatiale qui peuvent être des organoïdes, des cultures tridimensionnelles ou dimensionnelles ou des explants, et qui met en place des échanges pertinents relativement à la physiologie humaine. Alors, humaine ou animale, parce que bien évidemment, ces organes sur puce peuvent être utilisés en traitement vétérinaire. Et ces organes sur puce répondent donc à un contexte d'usage précis, que ce soit pour de la recherche amont, un usage préclinique, clinique ou de la médecine personnalisée. Donc, ces définitions ont été admises et consensuellement revendiquées par le comité stratégique de filière, dont vous présentera tout à l'heure l'organisation. Et je laisse donc Jean-Dominique présenter l'historique de la filière des organes sur puce en France. Merci Thibaut. Donc, en introduction, effectivement, je tenais à rappeler d'où on part, parce que c'est une histoire qui a démarré il y a quelques années. Certains d'entre vous qui êtes parmi les auditeurs ont été certainement au départ de cette histoire. Donc, en 2018, le pôle BioVallée France avait proposé avec certaines structures pharmaceutiques, de mettre en place, d'identifier un projet structurant autour des organes sur puce, en essayant de partir d'un besoin commun des pharma. On voulait partir du besoin et non pas forcément de ce qui existait sur le terrain. Donc, on a démarré ce projet en 2018 avec une première réunion avec des pharma françaises. On a suivi cette réunion dans la foulée en 2019 avec plusieurs réunions en incluant des biotech, notamment dans le domaine de la microfluidique, et des labos académiques. Et à la troisième réunion, où il y avait à peu près 40 personnes, il y a eu un constat qui a été fait, c'est que les personnes qui travaillaient sur cette thématique ne se connaissaient pas forcément. Et comme le pôle avait commencé à faire quelque chose autour de cette activité, ils nous ont proposé de continuer à essayer de structurer la communauté. Donc au départ, on parlait simplement de communauté, on ne parlait pas encore de filière. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on avait identifié en 2019. On avait prévu de faire un workshop en 2020. On avait prévu pas mal de choses. Et Covid oblige, on a été un peu bloqué pendant 2 ans. Donc on a simplement lancé un annuaire qui est en ligne, sur lequel on reviendra parce qu'on va vous demander, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, si vous êtes intéressés par à vous inscrire dans cet annuaire.
En fin 2021, juste avant le workshop qu'on avait programmé en 2022, on a été voir le MESRI pour essayer d'avoir des conseils pour savoir comment structurer une filière. Donc, on a eu la chance d'avoir un bon contact avec le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, qui nous ont proposé d'avoir une personne, un chargé de mission, Jocelyne Berry, pour ceux qui la connaissent, qui est venue travailler avec nous. Et elle a participé au workshop qui a eu lieu en février 2022, avec la thématique, c'était pourquoi et comment structurer une filière organes sur puce en France. Après ce workshop, on a lancé une newsletter, que certains d'entre vous reçoivent également. Et on a fait donc ce workshop, juste pour rappel, avec la collaboration avec le CEA, en particulier avec Nathalie Picolet-Dahan et avec Stéphanie Descroix de l'Institut Curie. Et puis, donc, ma collègue Marie-Charlotte Lechner, qui nous a beaucoup aidé sur ce projet. Ensuite, pendant l'année 2022, on a essayé de réfléchir comment structurer. Donc, on a pris des contacts avec le CSF Bioproduction, parce qu'une des questions à l'époque, c'était est-ce qu'on ne peut pas se rattacher à la bioproduction, vu que le CSF était déjà en route. Et puis, on a présenté à l'ANSM à leur demande. Donc, on a eu pas mal de discussions. On a commencé aussi à réfléchir avec des chercheurs industriels quel type de projet pilote on pourrait mettre en place. Et donc, tout ça, ça a duré sur l'année 2022. Et en 2023, on a de nouveau rediscuté avec le ministère de la Recherche. Emmanuel Lequier, qui a pris la suite de Jocelyne Berry, nous a énormément aidé aussi à ce moment-là. Il continue à nous aider énormément. Et on a pu, grâce à lui et d'autres personnes, présenter à l'AIS. On a commencé à prendre contact avec la FEFIS. Et du coup, en juin, on a pu proposer une feuille de route qui a été ensuite mis en place, qui a été synthétisée et mis en place dans le programme du nouveau contrat stratégique de filière. Et ce contrat stratégique de filière a été signé en novembre 2023. Et donc, pour vous expliquer un peu, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le contrat stratégique de filière, enfin, du moins d'après les enquêtes un peu que j'ai pu faire. Donc, on a demandé à Catherine Bourrienne, qui est la secrétaire générale du FEFIS, Fédération française des industries de santé, de présenter un peu qu'est-ce que le CSF et qu'est-ce que ça va apporter à la structuration de la filière. Donc, cette étape de la signature, c'est une étape importante, ce n'est pas un aboutissement de notre initiative, c'est vraiment une étape clé, mais maintenant, comme le disait Catherine tout à l'heure, tout démarre et vous allez voir ce qu'il faut faire. Catherine, je vous passe la parole. Oui, mais, merci beaucoup. Merci Jean-Dominique et tout le monde de cette invitation à vous présenter effectivement les travaux du CNI et du CSF. Donc, j'ai en charge la présentation du cadre institutionnel pour vous donner de ce fait une vision du périmètre dans lequel vont se construire les travaux que nous portons dans le cadre du projet sur les organes sur puce. Alors, je vais passer… Alors, je suis désolée, j'ai un petit souci pour passer les slides. Oui, merci Marie. Oui, donc si on peut passer à la slide suivante, je suis désolée, je n'y arrive pas de mon côté. Donc, pour présenter ce cadre institutionnel, je voulais d'abord vous parler du Conseil national de l'industrie qui accueille les travaux des différents contrats de filière. Donc, ce Conseil national de l'industrie a été créé en 2010 avec l'objectif d'accueillir et d'organiser les travaux entre les industriels et les administrations. L'idée était de co-construire des projets de politique publique industrielle et d'accompagner le déploiement de ces projets avec les différentes filières. Parmi les politiques publiques industrielles dont vous avez certainement entendu parler ces derniers temps, il y a eu le plan décarbonation avec 50 sites emblématiques à décarboner et aussi le plan de sobriété hydrique avec aussi un certain nombre de sites à accompagner
dans cette orientation. Donc, voilà le type de politique industrielle collective qui peut être portée par le CNI. Et donc, dans cette volonté de co-construction avec les industriels, le CNI a donc pour mission d'organiser les travaux qui sont portés par les différentes filières industrielles. Vous allez voir, elles sont au nombre de 19 et c'est vraiment l'objectif d'être un lieu d'échange, de co-construction, pour challenger un petit peu les différentes les évolutions des filières avec, vous verrez, des thématiques qui reviennent assez souvent du côté du CNI, notamment les thématiques de l'emploi et de l'attractivité du secteur industriel. Donc, le CNI, Marie, si tu peux passer au slide suivant. Ah, ça y est, j'ai la main, merci. Le CNI, pour vous rappeler sa composition, donc le CNI est sous la présidence du Premier ministre, avec une coprésidence par le président de France Industrie, qui regroupe les secteurs industriels, et bien sûr, de par sa thématique, une implication particulièrement importante du ministre délégué à l'industrie, qui, à travers la Direction générale des entreprises, assure le secrétariat de ce CNI. Le CNI bénéficie d'une gouvernance tripartite, puisque dans l'organe de pilotage, qui est le comité exécutif, vous avez à la fois une présence des pouvoirs publics, donc à travers les différents ministères, les représentants de l'industrie et les organisations syndicales. Donc, c'est un pilotage dans lequel peuvent participer également des représentants aussi de la société civile à travers, pour le dernier côté exécutif, une présence de l'OCDE, du CNRS et de France Nature Environnement, de manière à avoir une représentativité large et dans le pilotage de ce CNI. Donc, je vous ai mentionné dès la première slide que le CNI était l'organe qui avait pour objectif de colliger et d'animer les travaux par filière industrielle à travers les comités stratégiques de filière. Et ces comités stratégiques de filière sont au nombre de 19. Pour le moment, il y a des discussions pour passer à un 20e, mais pour le moment, ils sont au nombre de 19. Ils sont classés par grandes thématiques, matériaux, transport, numérique, biens de consommation et santé. Donc, c'est ici qu'on retrouve le comité stratégique des industries et technologies de santé et énergie. Alors, je vous les ai présentés en silo par thématique, mais l'objectif du CSF et des contrats de filière, c'est les échanges. Donc, il y a forcément, et ils sont toujours très bienvenus, des échanges interfilières. Et par exemple, pour les industries de santé, nous avons beaucoup d'interactions avec le CSF Chimie, le CSF Eau et le CSF Industrie du futur, par exemple. Donc, dans les objectifs du CSF, vraiment, cet échange interfilière pour construire des dynamiques de filière et des dynamiques interfilières. Donc, après vous avoir présenté donc ce panorama global des CSF, je vais vous présenter avec un peu plus de détails donc notre CSF, le CSF des industries et technologies de santé, qui est présidé par Madame Audrey Dervelois en tant que présidente de la FEFIS et qui est animé par moi-même d'un côté et par un représentant de la DGE, Monsieur Émile Jocquet, qui, à nous deux, on coordonne et on anime les travaux autour des différents projets qui sont au sein de notre contrat de filière.
Donc, la filière, ce sont les membres de la FEFIS, donc tous les secteurs des industries de santé, la pharma, le dispositif médical, le diagnostic in vitro, le dentaire, la pharma vétérinaire également. Donc, l'ensemble des industriels vraiment actifs sur ce secteur des industries de santé. Et chaque CSF bénéficie de la tutelle d'un certain nombre de ministères. Et pour les industries et technologies de santé, nous avons la triple tutelle du ministère de la Santé, bien sûr, du ministère de l'Industrie et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est pourquoi, vous le verrez un petit peu plus tard, lors de la signature du nouveau contrat, les 3 ministres étaient présents aux côtés de la FEFIS pour entériner ce nouveau contrat. Et dans la structure de gouvernance du CSF, on a donc une représentation de chacun de ces ministères à travers les directions générales de chacun. Et tout comme dans le comité exécutif du CNI, une représentation également des syndicats de salariés qui sont présents et actifs dans différents projets. Sur le slide suivant, je vous ai présenté un petit peu rapidement l'historique de notre CSF avec un premier contrat de 2019 à 2020 qui était sur 4 thématiques majeures, qui étaient un petit peu les thématiques majeures de l'époque. Hein. Vous verrez les thématiques des CSF, en fait, intègrent les problématiques industrielles générales, avec également des points particuliers en fonction des secteurs. Donc, le premier CSF, le premier contrat, donc avec les thématiques de la transformation numérique des entreprises, de l'innovation, de la formation et des compétences et de l'international. Donc, à cette époque, le CSF Industrie de Santé avait 6 axes. Ce contrat a été prolongé par un avenant sur 2021-2022 qui a complété les axes avec des thématiques sur notamment la réindustrialisation. Covid était passé par là et la thématique de la souveraineté avait été revenue parmi les politiques publiques industrielles primordiales. Donc, on a introduit un projet sur cette thématique et désormais, le nouveau contrat qui porte sur la période 2023-2026 avec des thématiques un petit peu nouvelles qui ont été introduites notamment sur la transition écologique pour accompagner, comme je vous le mentionnais au départ, les grandes politiques industrielles que sont la transition écologique et notamment décarbonation et sobriété hydrique. Comme je vous l'ai mentionné, donc le nouveau contrat a été signé en toute fin d'année, après une année de travail avec les différents pilotes, pour aboutir à un contrat qui compte désormais 16 projets sur les grandes thématiques qui étaient qui nous ont été guidés par forcément les enjeux du moment, les enjeux sanitaires de par notre filière bien sûr, les enjeux économiques, mais aussi les enjeux environnementaux. Donc, parmi les projets, vous retrouverez des projets qui visent à accompagner l'évolution des besoins de santé, des projets qui visent à renforcer la réindustrialisation et à accompagner l'évolution de notre outil industriel.
des projets sur l'axe international parce que on a besoin, enfin les acteurs de santé ont besoin d'avoir cette perspective sur le développement de leurs capacités, et puis les engagements environnementaux, bien sûr, et une thématique importante aussi au cœur pour le ministère de l'Industrie, c'est l'attractivité des métiers et des compétences et les travaux sur l'égalité professionnelle. Donc, à partir de ces différentes thématiques, et qui se sont déclinés, hein, j'ai repris ici, mais on retrouve les grands thèmes précédemment évoqués. À travers ces différentes thématiques, et on a construit donc notre contrat de filière qui est désormais sur 3 ans. Pour laisser un petit peu plus de temps. Avant, les contrats étaient plutôt sur 2 ans, mais l'idée, c'était de donner un petit peu plus de temps au projet pour se développer. On voit que 2 ans, c'est parfois un peu court, hein, le temps passe vite, donc plutôt sur 3 ans. Les projets sont structurés donc autour des grandes thématiques portées par le CNI, de la transition écologique, de la compétitivité, de l'attractivité des emplois, de la création d'un système d'innovation dynamique qui est pour notre secteur vraiment une thématique essentielle, dans lequel on retrouve notamment le projet sur des organes sur puce, et un dernier axe sur l'attractivité et le développement de l'offre France à l'international. Donc ce projet a été, donc je vous l'ai dit, signé récemment, et comme le disait Jean-Dominique, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. C'est la première pierre qui nous a permis de travailler déjà sur les principales thématiques du secteur, mais les travaux ne font que commencer. Et au sein de chacun de ces projets, de ces sèches projets, on a une structuration qui est assez stricte et qui est la même pour tous les contrats de filière et pour tous leurs projets, et un fonctionnement qui est assez bien défini dans le cadre du CNI. Donc, chaque projet prévoit donc la description et le contexte des besoins qui ont conduit à formuler un projet dans le cadre du CSF, une description assez précise des livrables, ce qui nous donne déjà de bons points de départ pour nos travaux. Bien sûr, un calendrier qui doit s'intégrer dans la périodicité de 23-26, un budget prévisionnel quand il y a des besoins particuliers, et puis un point qui est un élément fort des contrats de filière, c'est que les contrats de filière correspondent à un engagement réciproque entre l'État et la filière. C'est-à-dire que chacun s'est engagé sur les travaux qui ont été validés. Donc, l'intégration d'un projet au sein du contrat stratégique de filière, quel que soit le secteur, signifie qu'il y a une véritable volonté des industriels à porter ces sujets et de l'État à l'accompagner à travers différentes mesures. Ça peut prendre des formes diverses et variées, mais il y a ce véritable engagement. Et pour les organes sur puce, comme le disait Jean-Dominique, il y avait effectivement une forte volonté que ce projet puisse faire partie de la stratégie globale de la filière. Et la gouvernance, le pilotage et la gouvernance de chaque projet est aussi assez bien défini dans les textes de référence, avec pour chaque projet un pilote ou un copilotage suivant ce qui a été prévu par la filière. Ces pilotes reportent régulièrement au bureau et au comité exécutif du CSF, et on retrouve dans chaque projet des représentants de la filière
à travers les syndicats ou à travers les industries et à travers les industriels, et des représentants de l'État et de l'administration à travers les différentes directions générales, tout comme au niveau global. En fait, la même structuration se retrouve au niveau de chaque projet, ce qui permet une implication et un accompagnement des projets aussi bien côté industriel que côté État. Voilà. Et je vous ai repris ici donc les 16 projets qui font partie de notre contrat de filière, le contrat de filière des industries et technologies de santé. 3 projets sur l'axe de la transition écologique pour accompagner la politique publique du moment, sur la décarbonation et la sobriété hydrique notamment. 4 projets sur l'attractivité et la souveraineté qui pour certains sont repris du précédent contrat, mais pour certains sont des projets novateurs qui visent à accompagner donc la volonté de réindustrialisation qui est largement portée au niveau du ministère de l'Industrie. L'attractivité des emplois, qui est une thématique récurrente des contrats de filière, donc pour lequel on retrouve un focus particulier sur l'égalité professionnelle et l'attractivité des métiers, puisque le CNI a également une volonté d'appuyer cette thématique. Et l'axe qui vous concerne plus particulièrement et dans lequel est inclus le projet sur les organes sur puce, qui est le projet 14, qui est une thématique plus large que celle qui nous réunit aujourd'hui, mais qui a bien une face sur les organes sur puce, qui est le projet de dynamiser et structurer les acteurs de la recherche préclinique et clinique en France. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de ce projet, puisque c'est sa présentation, c'est l'objectif de la présentation suivante. Donc voilà pour le cadre institutionnel qui accompagneront les travaux sur puce sur les 3 ans à venir. Merci Catherine. Merci Catherine. J'ai vu qu'il y avait des questions, des remarques sur le fait qu'on ne parle pas forcément ensuite de l'avenir des organoïdes. Effectivement, c'est une introduction pour expliquer le contexte. Il était important d'expliquer, on est dans le cadre d'un CSF, donc c'était important d'expliquer ce que c'est que le CSF. J'avais une petite question, il n'y a pas eu beaucoup de questions sur le chat. Moi, j'avais une question, Catherine, est-ce que vous avez quelques exemples d'actions concrètes qui ont résulté des 2 premiers ou 3 premiers CSF ? Alors oui, sur le précédent CSF, il y avait, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jean-Dominique, les travaux sur la bioproduction, et les travaux du CSF ont conduit à la création de France Biolide. Une autre thématique qui a été portée par le CSF précédent, c'était IA et santé. Et les différents travaux ont conduit à la création de la FIAC. Donc voilà, deux projets qui sont un peu emblématiques du précédent contrat, de même que, par exemple, été présenté pour les industries et technologies de santé et qui va permettre l'accompagnement d'une 50aine de sites sur leur politique de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà les différentes actions. Il y a aussi eu pas mal d'actions sur la formation, sur l'accompagnement, le développement des compétences qui étaient portées par l'OPCO2I également. On va y venir après sur les différents éléments qui ont été répercutés sur l'avenir des organes chip. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont impatientes de voir un peu les livrables de notre sous-feuille de route, et je vois que le timing court. Excusez-moi Catherine, peut-être on prendra une session questions-réponses à la fin. Je vous propose de reprendre le slide, Jean-Dominique, si vous pouvez. Parfait.
Donc effectivement, vous l'avez compris, il y a bien, on voulait vous présenter la vision macro, et donc là on va aller beaucoup plus sur la structuration du projet 14. Donc nous avons les instances gouvernementales et institutionnelles que sont les différents ministères qui sont rattachés, et qui sont après répercutés sur les directions générales de la recherche et de l'innovation, la direction générale des entreprises, la direction générale de la santé, avec les équipes du Premier ministre qui ont donc nommé, qui ont signé le contrat, l'avenant du contrat de stratégie filière des ITS, qui a galvanisé le projet 14. Donc le projet 14, on va aller dans le détail, qui constitue donc la nécessité de structurer l'ensemble des acteurs. Donc on parle d'une filière. Une filière, c'est l'ensemble des acteurs qui constituent de la production jusqu'aux utilisateurs finaux, au même titre que la filière automobile, la filière nucléaire. Nous sommes donc sur la filière préclinique et clinique en France. 2 personnes ont été nommées pour représenter cette filière qui est donc aussi, entre autres, supervisée par la FEFIS, avec Catherine qui vous a présenté avant. On parle de Mazen Elzabi de l'FB et d'Olivier Nogent de Servier, qui nous servent d'interlocuteurs et de points d'ancrage vers les différents ministères. Cette filière a été structurée en 3 missions principales. Tout d'abord, les organoïdes et les organes sur puce, dont c'est le thématique aujourd'hui. Une filière biobanque, l'idée principalement par l'INSERM et en interne par Mazen Elzabi et Benoît Maisonneuve. Et un autre groupe de travail sur l'import-export des cellules en France, notamment l'idée par Mazen Elzabi. Donc nous allons focaliser aujourd'hui sur ce groupe de travail organoïdes et organes sur puce, donc copiloté par Jean-Dominique Guiton, vous l'avez compris, et moi-même pour le compte de France Biotech. Alors, quels sont comment cette filière est structurée? Nous avons donc un groupe de travail constitué de plusieurs membres, qui est au sein d'un comité stratégique qui va remonter les informations terrain, qui est constitué donc du CNRS, de l'INSERM, du CEA, du groupe ICAR, de CEVA pour tout ce qui est la santé animale, de l'Agence Innovation Santé et du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Donc ce groupe de travail s'est mis en œuvre depuis maintenant 6 mois. Nous nous réunissons tous les 3 mois de façon à avancer, revoir et avancer les projets qui sont en cours, dont on va vous préciser les enjeux tout à l'heure. Nous allons remonter les informations et les enjeux que l'on constate sur le terrain avec l'ensemble des équipes. C'est là où nous allons vous détailler un peu. Nous avons donc au sein de la filière, Jean-Dominique vous le précisera juste après, un certain nombre de grands projets qui ont été décidés. Cartographie des éléments, feuille de route de projet pilote qui fera l'objet d'une discussion tout à l'heure, un appel à manifestation d'intérêt. Les contrats cadres ANSM, instance réglementaire, qui va nous permettre de galvaniser les relations et l'acceptation réglementaire d'utilisation des dispositifs et des organoïdes, l'animation d'avec la communauté, la formation et le programme, et l'accès aux cellules souches. Ces grands projets ont été, Jean-Dominique les expliquera après, ont besoin de leaders qui peuvent être identifiés au sein de la communauté et de la filière. Nous avons ensuite des groupes techniques dans lesquels nous allons identifier un certain nombre d'acteurs de la filière sur l'ensemble, comme je l'ai dit, du producteur à l'utilisateur final, des fournisseurs, des organismes reconnus d'utilité publique, les acteurs académiques, la réglementation, la standardisation et l'aspect formation. Comme vous l'avez vu précédemment, nous allons faire un appel à manifestation d'intérêt pour que vous, acteurs de cette filière, puissiez proposer et vouloir venir intégrer les groupes techniques dont les réunions se feront bien évidemment mensuellement ou trimestriellement, mais c'est bien l'idée de vous regrouper au sein d'un même groupe pour participer activement au projet lorsque les responsables de projet feront appel à vous. Voilà un peu comment cette gouvernance est faite sur la filière, et je laisse à Jean-Dominique le soin de présenter dans les livrables attendus. Oui, d'abord, je voudrais quand même juste préciser par rapport aux questions sur l'académique. Donc, vous avez pu voir dans la présentation de Thibaut que l'académique était représentée dans nos discussions. Et on a dans notre groupe de travail des gens responsables INSERM, CNRS, CEA, etc. Donc, et notamment par rapport au projet, au PEPR MEDOC, on a effectivement dans notre groupe de travail des personnes qui sont aussi responsables du projet MEDOC. Donc, il y a une filière qui démarre vraiment de l'académique ou de la recherche fondamentale et qui doit aller jusqu'à l'industrialisation. Alors, dans les grands livrables attendus, ce qui est décrit dans le CSF pour ceux qui n'ont pas eu le courage ni l'occasion de le lire. Donc, effectivement, il y a la première étape qui est assez classique, c'est de compléter l'identification de la cartographie des acteurs du domaine d'expertise. Donc,
On avait démarré un annuaire. On vous encourage à postuler pour être dans cet annuaire. Il y a des annuaires, le GDR Organoïde avec qui on est en contact a aussi son annuaire. Nous, on veut faire un annuaire un peu plus large, peut-être organisé différemment. Donc, l'idée, ce n'est pas de dupliquer, mais d'avoir quelque chose d'orthogonal par rapport aux annuaires qui peuvent exister dans certains groupes thématiques. Ensuite, on voudrait aussi articuler toutes les initiatives d'animation avec ce qui se fait déjà au niveau académique. Donc, encore une fois, ce sont des discussions que l'on a avec le GDR, etc., pour pouvoir avoir des événements communs. Il y aura peut-être des événements qui devraient être plus spécialisés en industriel, d'autres peut-être plus spécialisés en recherche fondamentale. L'idée, c'est d'avoir un continuum entre les deux. Identifier une feuille de route, donc je pense qu'on va en parler juste après sur comment on compte identifier des projets pilotes, et ça fait partie des choses qui sont importantes, qu'on essaye de faire depuis plusieurs années, mais là, il faut arriver à une méthodologie beaucoup plus carrée, et c'est ce que présentera Serge tout à l'heure. Et puis, il est important que le réglementaire, même si on a eu déjà des premiers contacts avec eux, soit complètement, enfin, que nous soyons complètement alignés avec le réglementaire, et donc il faut qu'on ait des relations tout à fait coordonnées avec l'AIS, l'ANSM, le HAS et l'EMA, parce que tout doit se faire aussi en collaboration avec ce qui se passe au niveau européen. Normes, ces technologies nouvelles ont besoin de normes et de procédures de soumission, donc il y a un travail qui va être fait dans les groupes de travail. C'est ça qui est important aussi, d'identifier les acteurs qui pourraient participer et contribuer à ces groupes de travail. Et enfin, la formation fait partie des choses importantes du CSF. On n'a pas vocation à former les gens, mais on peut en tout cas faire la synthèse et la promotion des offres de formation qui sont effectuées dans les laboratoires, enfin dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, pour pouvoir être en accord avec les besoins de la filière. Thibaut, je te passe la parole pour les objectifs du projet. Est-ce qu'on peut vous laisser continuer, Jean-Dominique, si ça vous va pour les objectifs? Je peux continuer pour les objectifs. Super, merci beaucoup. Alors, les objectifs du projet, effectivement, c'est de réduire les délais des essais précliniques, donc de réduire le nombre d'animaux. Donc, ça fait partie des choses qui sont demandées à la fois par beaucoup d'instances et aussi par beaucoup d'opinions publiques. Donc, diminuer l'expérimentation animale dans un but éthique, mais aussi dans un but d'efficacité, parce qu'on sait très bien que l'utilisation d'animaux en recherche préclinique ne conduit pas toujours à des candidats très, très pertinents pour passer en clinique. Donc, en gros, si on diminue les animaux et on augmente le taux de succès, on devrait accélérer la recherche et diminuer les coûts. Ensuite, on devrait pouvoir créer une nouvelle filière. Donc, créer une nouvelle filière veut dire création d'emplois avec des travaux qui vont être coordonnés avec l'axe formation. Donc, il y a une espèce de logique, tous les points sont liés les uns par rapport aux autres. Et donc, on est à peu près alignés. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais pas si Thibaut est revenu, non ? Alors, l'identification des acteurs, donc on a déjà précisé qu'on avait un annuaire. Donc, l'annuaire, il est en ligne sur notre site. On est en train de légèrement modifier, on a planifié de modifier légèrement l'accès à l'annuaire, mais l'annuaire comporte actuellement à peu près 90-95 personnes, à la fois des industriels, des biotech et des académiques. Donc, encore une fois, vous avez un lien sur le site, vous avez aussi un lien sur la page qui est affichée ici, pour vous permettre d'aller vous connecter sur cet annuaire et de remplir une feuille de renseignement qui ensuite est affichée sur l'annuaire. Pour l'animation, on vous a indiqué que le webinaire, ce n'était pas un webinaire. On va faire une série de 3 webinaires. Donc, le suivant, la thématique va découler un peu de l'AMI qui est en train de se mettre en place et des initiatives qu'on a mis en place. Mais le prochain, on a déjà une date prévue, ça sera le jeudi 14 mars. Le suivant devrait être 2 mois plus tard. Et l'idée derrière, c'est de finir à l'automne prochain par un workshop qui réunira à la fois tous les acteurs du domaine pour pouvoir travailler en présentiel sur ce projet.
cartographie. Je ne sais pas si Thibaut est là. Non, on n'est pas au même endroit, donc c'est pour ça qu'on... oui, Thibaut? Jean-Dominique, soit on peut, si tu peux parler de la cartographie, c'est possible pour toi? Oui, donc la cartographie, bon, cartographie, l'idée c'est d'identifier l'ensemble, ce qui a été précisé un peu par Thibaut tout à l'heure. On veut présenter l'ensemble des acteurs de la filière en partant des laboratoires académiques, des organismes qui sont un peu régulateurs et sanitaires, réglementaires, etc. Les producteurs d'organes sur puce, d'organoïdes et tout ce qui est utilisateurs finaux. Et les fournisseurs de matériel et de cellules, ça c'est important, vous savez tous que vous êtes les premiers concernés qu'il faut avoir accès aux cellules. C'est pour ça que dans le groupe de travail préclinique et clinique, il y a un groupe de travail sur les biobanques et sur l'accès aux cellules. Donc voilà la cartographie qui a commencé avec les annuaires, mais qu'il faudra poursuivre et pouvoir avoir en termes de détails. La cartographie, donc plus pour entrer dans le détail, donc les producteurs d'organes sur puce, les fabricants d'organoïdes, les revendeurs, les utilisateurs finaux, c'est les pharma, la dermato-cosmétique, la nutrition, le vétérinaire. Les intermédiaires, ça peut être des CRO, les laboratoires de recherche clinique. Et puis les académiques, où on a bien sûr toutes les grandes institutions, les universités, le CNRS, l'INSERM, le CEA, etc. Et puis les organismes de régulation, organismes de financement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé encore de financement, mais c'est clair que tout ça aura besoin d'être financé. Et puis les associations de patients, faire accepter cette méthodologie aussi par les médecins en termes de développement clinique. Et puis les administrations publiques, l'État français, les collectivités territoriales, et bien sûr l'Europe, parce qu'on ne veut pas travailler indépendamment de l'Europe. Vous savez tous que dans les autres pays, il y a beaucoup d'organisations qui se mettent en place autour des organes sur puce, organoïdes. En France, on est un petit peu en retard. On a démarré pas trop tard, mais là, on a pris un peu de retard. Donc, les autres pays sont bien organisés. Au niveau européen, il est important que puisse avoir une voie équivalente aux autres pays. Et puis, les fournisseurs, donc les biobanques, ça fait partie d'un groupe de travail. Les équipements, bien sûr, parce que qui dit organes sur puce, organoïdes, ce n'est pas uniquement de la biologie et de la microfluidique, il y a aussi tout ce qui est système d'imagerie pour analyser et tout ce qui est intelligence artificielle pour cumuler les datas et les interpréter, organoïdes, culture cellulaire, etc. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Je ne sais pas. Pour rappel, il y a beaucoup de questions. Du coup, on va peut-être aussi également y répondre dans le mailing de fin, donc, qui sera envoyé peu de temps après ce webinaire, je pense quelques jours. Voilà, pour pouvoir répondre vraiment à la totalité de vos questions. Elles seront enregistrées, donc on ne les perdra pas même à la fin du webinaire. Alors, j'essaie de répondre aux questions un peu à la volée. Donc, pour les formations, comment faire connaître les formations de ce domaine? Faut-il également s'inscrire sur l'annuaire? On est en train de mettre en place, comme vous l'avez compris, le CSF a été signé il y a 6 mois, mais 6 mois a été signé au mois de novembre, fin novembre, donc c'est quand même assez récent. Et donc, pour les formations, on va faire un recensement. On va déjà aussi d'un côté identifier quels sont les besoins, et si de l'autre côté, vous avez déjà des formations qui sont orientées autour de cette thématique, il n'y a aucun problème pour faire partie de l'annuaire, parce que dans l'annuaire, on a les différentes sous-sections concernant est-ce que vous êtes utilisateur, est-ce que vous êtes des producteurs, etc. Je ne sais pas si on a émis une coche formation, mais on peut rajouter effectivement ce type d'action et ça permettra d'avoir un panorama complet de l'ensemble des acteurs qui tournent autour de cette thématique organoïde et organes sur puce. Donc, faut-il s'inscrire?
vous pouvez vous inscrire sur l'annuaire et de toute façon, il y aura un travail de benchmarking pour essayer de voir quelles sont les formations d'un côté qui existent et quels sont les besoins de l'autre qui permettra d'avancer. Alors, question sur les liens avec Eurox. Oui, on a effectivement des liens avec Eurox, vu que certaines personnes, notamment du CEA, qui font partie du groupe de travail, sont aussi membres des bureaux Eurox. Donc, on fait partie on a des connexions avec Eurox. On avait présenté notre initiative il y a 2 ans à Eurox, l'année dernière aussi à Grenoble. Donc, on a des personnes qui travaillent en lien. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas forcément la personne la mieux placée pour vous donner les détails, mais c'est fait partie des choses qui sont sous contrôle de notre part. Articulation avec les GDR organoïdes. Au jour d'aujourd'hui, on a commencé à discuter avec Vincent Flachet pour essayer de voir comment on pourra avancer. On sait qu'on existe des 2 côtés. On n'a pas encore mis des actions en commun, mais ça fait partie des choses qui feront partie des discussions à mettre dans la suite. Et le GDR microfluidique, Stéphanie Descroix, qui avait travaillé avec nous sur l'organisation du workshop, faisait partie du GDR microfluidique. Donc, on a aussi des connexions. Donc, on est tout un monde qui se connaît. Pour les actions communes, il y avait eu ce workshop l'année dernière à l'Institut Pierre-Gilles de Gênes qui avait été fait dans le cadre des organes sur puce, mais qui était un peu aidé par la microfluidique. Donc voilà, encore une fois, ce sont des choses qui sont à finaliser et à construire. Institution européenne, je n'ai pas de réponse particulière. Quels sont les projets pilotes de la feuille de route? Alors, quels sont les projets pilotes de la feuille de route? C'est exactement la question qui va être posée et la méthodologie que va présenter Serge Roux de Netri pour expliquer comment identifier les projets pilotes. Parce que c'est vrai que si on avait déjà tout fait, je pense qu'on aurait été très content. Mais là, on est un peu en train d'avancer. Donc, on décrit ce qui doit être fait, mais on n'a pas encore toutes les réponses à toutes les questions. Et là, je regarde de l'heure qui tourne. Je ne sais pas si on a encore le temps pour 1 ou 2 questions. L'ANMV, l'Agence nationale du médicament vétérinaire, oui, bien sûr, on va essayer d'avoir des contacts. On va mettre le maximum d'acteurs. C'est vrai que le vétérinaire fait partie des acteurs qui participent au groupe de travail. Donc, on va bien sûr mettre des acteurs du réglementaire vétérinaire. Je pense qu'on va passer à la suite. Si on peut présenter Thibaut, tu peux présenter Serge. Bonjour tout le monde, je vais me présenter. Non, je n'avais pas vu. Bonjour tout le monde, je m'appelle Serge Roux, je suis directeur de produit chez Netri je travaille avec l'ensemble du groupe pour définir en fait la manière dont on va la méthodologie qu'on va utiliser pour effectivement définir des projets pilotes. Donc, comme l'a dit Jean-Dominique, en fait, aujourd'hui, le but de ce projet, le lancement de ce projet, c'est finalement d'arriver à un certain nombre de projets pilotes. Et force est de constater qu'en fait, comme on le voit dans toutes les questions, il y a énormément de projets qui se font à plein d'endroits différents en France, avec beaucoup d'acteurs différents. Et donc, du coup, identifier les pilotes est un process en soi. Et donc, du coup, ce qu'on a essayé de fabriquer et ce que je vais vous montrer ici, c'est une méthodologie pour essayer de structurer, en fait, faire un panorama de ce qui existe, en France, de façon à pouvoir choisir, en tout état de cause, les pilotes, on va dire, en courant de l'année 2024. Donc, alors, comment faire pour arriver à un panorama de maturité qui nous permet de choisir? Donc, la première chose, le but c'était de développer une méthodologie participative qui permet donc de générer un panorama de maturité
d'accord, des organoïdes et des organes surplus en France, et de choisir un ou des pilotes à promouvoir pour la filière, d'accord, de manière structurée et hiérarchisée. Donc le faire en connaissance de cause, pas en choisissant comme ça, en se disant qu'un tel est mieux qu'un tel, ou ainsi de suite, mais avoir une vraie structure et une vraie méthodologie de réflexion, de façon à pouvoir appuyer nos choix avec un vrai narratif derrière qui explique, on va dire, les choix qu'on fait. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est de définir ce qu'est la maturité, la maturité des organoïdes et des organes surplus. Donc, la manière dont on a décidé de le faire, c'est comme on a pu voir, on va dire, dans la définition au début, on va dire, la définition au début de la présentation, la maturité, en fait, peut se décliner en 3 axes. D'accord? Donc, on peut imaginer, en fait, qu'elle peut être divisée en 3 axes. En fait, il y a ce qu'on a appelé la maturité système, c'est-à-dire la maturité technique de la partie de la plateforme, c'est-à-dire les micro-canaux, les structurations, le système de compte, mais aussi le système d'enregistrement, la manière de faire les tests, la partie software. Donc, tout ce qui, en fait, fait qu'on a un environnement propice à une culture biologique microstructurée. Donc, ça, c'est la maturité système. On a ensuite ce qu'on appelle la maturité biologique, d'accord? Donc, en fait, c'est combien est-ce que la biologie est mûre à l'intérieur de ce système technique, d'accord? Et ensuite, ce qu'on a appelé la maturité de contexte d'utilisation. Et donc, ça, c'est combien est-ce que le système répond à des besoins avérés, bien déterminés et bien définis, d'accord? Alors, vous voyez que ces axes, en fait, il y a un min, il y a un max, mais il n'y a pas encore d'échelle. Et la raison pour laquelle il n'y a pas d'échelle, c'est parce que l'échelle doit être définie de manière participative. D'accord? Parce qu'on peut très bien avoir quelque chose qui est d'une grande maturité dans l'académique et quelque chose qui est d'une maturité faible dans l'industriel. D'accord? Donc, on n'est pas nécessairement dans l'idée que minimum, c'est très académique et maximum, c'est très industriel. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de voir quelle est la maturité relative dans ces 3 axes. D'accord? Et le but étant qu'une fois qu'on a réussi à fabriquer ces 3 axes, on est capable de placer nos organoïdes et nos organes surplus dans une espèce de matrice tridimensionnelle. D'accord? En disant que si on a quelque chose qui est très, très mûr techniquement et biologiquement, mais qui n'a pas vraiment trouvé sa question clinique, on va dire, ça va être quelque chose. En fait, on a un manque de maturité d'usage. On peut aussi avoir un système technique très très bien défini, avec une maturité d'usage très bien définie, mais avec une maturité biologique assez faible. Enfin, vous comprenez le concept, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ces 3 axes qu'on essaie de rendre complètement orthogonaux, qui permettent d'avoir une vraie vision assez pointue sur où se situent les différents projets des différents acteurs de la filière française. D'accord? L'idée étant qu'à terme, on puisse finalement, par rapport à différents segments de marché qui restent encore à bien définir, parce qu'il y a plusieurs manières de découper le marché, d'être capable, en fait, de créer, on va dire, ce panorama dans une espèce de matrice tridimensionnelle qu'on est capable de scinder. Il y a une question qu'on voit où se situe l'acceptation réglementaire. Je pense que c'est quelque chose qui se place dans la maturité d'usage. Exactement où, c'est la question. Est-ce qu'avoir une grande maturité une acceptation réglementaire, est-ce que ça nous place nécessairement au maximum de la maturité d'usage ou pas? Ça fait partie des questions qu'on va faire en groupe de travail pour définir les axes. D'accord? Donc, l'idée étant qu'une fois qu'on est capable de faire ça, on va avoir des critères qui vont nous permettre de recommander des pilotes, soit parce qu'ils sont très mûrs, parce qu'un pilote a besoin de grandir sur un certain axe, soit parce que le pilote est entièrement mature sur les 3, soit et ainsi de suite. Donc là, en fait, on va avoir une manière de regarder notre panorama d'organes surplus et d'organoïdes et de faire des choix en connaissance de cause, parce qu'on était capable de les ranker et de les organiser pour avoir une vraie conception du marché. Cette idée-là va nous servir aussi à d'autres choses, c'est de dégager des tendances, voir des endroits où potentiellement on est
la France est forte, des endroits où la France pourrait être potentiellement en retard, et donc du coup pour être capable de faire des recommandations non seulement sur les pilotes, mais aussi avoir un avis sur les endroits où investir, ou orienter la recherche et ainsi de suite. Donc ce panorama en fait a une utilité très pratico-pratique dans le cadre du projet 14, qui est donc de définir des pilotes, mais on pense en fait que d'être capable de faire en fait ce panorama global va sortir plus d'informations derrière, qu'on va être capable d'exploiter au niveau national pour finalement s'orienter. D'accord ? Donc, faire cette matrice et cette maturité, ça ne se fait pas facilement. Il y a énormément de choses à faire. Vous pouvez voir qu'il y a différentes couleurs qu'on a ici, c'est différents segments de marché. Vous pouvez voir qu'il y a des recommandations de pilotes et vous pouvez voir qu'il y a des axes. D'accord ? Donc, toutes ces choses-là doivent être définies et structurées dans un projet, on va dire, dans un projet de structuration. D'accord ? Et c'est ce que je vais vous montrer juste derrière. D'accord ? Et donc, ce qu'on fait juste derrière, c'est montrer que, en fait, aujourd'hui, on a créé, en fait, on va dire, un comité pour le groupe de travail. On a, pour la filière, on a bien défini les actions globales et les axes, c'est ce qu'on a pu voir dans les slides d'avant, et on a déjà une cartographie initiale, sachant que vous êtes déjà 380 sur ce webinaire. On peut déjà voir qu'en fait, on a déjà pas mal de gens qui font partie de la cartographie et qui nous écoutent. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on peut considérer qu'on est au moment du lancement. Je pense que la date en haut est fausse, là-haut. Mais on arrive finalement à 4 activités qu'on va vouloir faire en parallèle. D'accord ? Alors, il y a une question sur le panorama qui a été réalisé, d'autres thématiques a été fait ses preuves. Exactement ce panorama, non, mais moi j'ai 20 ans d'expérience dans le développement de méthodologies d'innovation et que j'ai pu faire dans des grands groupes comme Areva ou comme Johnson & Johnson. Et donc j'ai une certaine confiance sur le fait qu'une découpe comme celle-là va pouvoir en tirer des fruits. Donc on a 4 activités qu'on va vouloir faire en parallèle. La première, c'est la définition des niveaux de maturité. D'accord ? Donc, définir les axes, le nombre de… Est-ce que c'est des axes qui ont 5 éléments, qui ont 10 éléments, hein, on va dire que… Est-ce qu'on s'inspire des axes du TRL de la NASA qui est maintenant un standard ISO ? Est-ce qu'on fait autre chose ? Donc, l'idée de faire chacun des axes et qu'ils soient faits en groupe et en collectivité, ça, c'est une des activités qu'on va vouloir faire par groupe de travail et à laquelle on va faire un appel à manifestation d'intérêt aux gens qui écoutent aujourd'hui. Derrière, il y a une définition des segments de marché. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs définitions de la manière de découper le marché. Est-ce que le marché est découpé par indication? Est-ce qu'il est découpé par technologie, par typologie de cellules, et ainsi de suite? Il y a plusieurs manières de découper. Aujourd'hui, ça va être le travail du comité d'en choisir une qui marche bien pour nous. D'accord? On ne va pas réinventer la roue. Il y a plusieurs manières qui ont été de définition des segments de marché qui ont été faites. En fait, l'idée est d'en choisir une qui est communément acceptée, dans laquelle tout le monde va pouvoir se reconnaître. D'accord ? Et pas de réinventer une nouvelle découpe. D'accord ? Donc, définir ces espèces de couleurs que j'ai pu montrer avant. Ensuite, ça, au niveau du comité, ça va être la définition des critères de recommandation. D'accord ? Qu'est-ce qui fait qu'un pilote est recommandable ? Est-ce que c'est quand il a dépassé un certain niveau de maturité? Est-ce que c'est quand le segment de marché est ultra porteur, mais que le niveau de maturité est faible? Il y a plusieurs manières de décider ce qui est un pilote. D'accord? Ça va être du rôle du comité, du CSF, de définir, on va dire, ces critères. Et l'idée, c'est de vous les présenter et d'avoir un feedback de votre part sur la qualité de ces critères dans les prochains, je dirais, par exemple, de faire un point d'étape dans les prochains webinaires ou ainsi de suite. D'accord ? Et enfin, de finaliser la cartographie des acteurs qui aujourd'hui est bien lancée, mais qui va être capable, en fait, de pouvoir structurer cette cartographie d'acteurs par typologie d'acteurs. Donc on a pu le voir avant, les fournisseurs d'équipements, de cellules et ainsi de suite, regarder comment aussi ça peut matcher peut-être avec les segments de marché. Donc une fois qu'on a fait ces 4 activités, d'accord, qu'on imagine arriver à faire dans le premier trimestre de cette année, peut-être un petit peu sur Q2. Une fois qu'on a réussi à faire ces 4 activités, en fait, l'idée est de définir un questionnaire, d'accord, qui va permettre, donc ce questionnaire, qui va permettre de faire un recensement. D'accord? Donc c'est un questionnaire qui va être envoyé en gros à tout le monde, à tous les acteurs qui ont été cartographiés.
Et ce questionnaire va donc demander aux gens de venir rentrer leur projet et de les auto-normer dans les axes que l'on a définis tous ensemble. D'accord? Donc, en fait, cette idée, c'est qu'on va crowdsourcer, d'accord, le remplissage de la matrice. D'accord? Mais pour ce faire, il faut une matrice qui soit robuste. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse les activités en bleu. D'accord? Donc, une fois qu'on a, une fois qu'on a bien réalisé nos axes, une fois qu'on sait bien quelles sont la manière dont on segmente le marché et qu'on a décidé nos critères, on est capable de faire un questionnaire où les gens vont dire « Moi, je travaille là-dessus. Ma maturité technologique, elle est de temps. Ma maturité biologique, elle est de temps. Ma maturité d'usage, elle est de temps. Et par rapport aux critères de sélection, je me situe comme ça. Voici mes réponses. Et je m'identifie comme adressant tel segment de marché. » D'accord? Donc, l'idée étant qu'une fois qu'on sort du questionnaire, on est capable de compiler tout ça et d'avoir quasiment, on va dire évidemment avec un peu de retravail, cette matrice où on va être capable de placer tout le monde et d'avoir déjà les codes couleurs sur les différents marchés et d'avoir déjà une carto brute, on va dire. D'accord? Donc, définition du questionnaire, lancement d'un questionnaire en ligne, un lancement du questionnaire probablement avec un webinaire comme celui-ci ad hoc qui va être capable d'expliquer comment marche le questionnaire, ce qu'il faut faire et ainsi de suite, une hotline, enfin on verra comment on s'organise, de façon à pouvoir donner aux gens un temps de réponse derrière, analyser les résultats et créer non seulement une matrice de maturité ou un panorama de maturité, d'accord, qui permettra aux gens de finalement voir où se situe, voir s'il y a d'autres personnes avec eux aux mêmes endroits et ainsi de suite, être capable finalement de miner, on va dire, cette information, mais aussi ce qu'on a appelé un rapport d'opportunité, c'est-à-dire en fait d'avoir bien défini, d'avoir visualisé en fait les endroits où potentiellement il y a des choses intéressantes, des choses étonnantes, le fait qu'il y ait des trous absolument béants qu'on n'a peut-être pas vus, d'endroits où il y a beaucoup de monde avec énormément de concurrence. Enfin, l'intérêt, c'est d'être capable de pouvoir analyser ça et de pouvoir le rendre à la filière pour pouvoir en faire quelque chose. L'idée étant que derrière ces rapports et cette matrice vont être présentés à la NSM, vont être présentés, potentiellement avoir des retours avec aux instances UE ou potentiellement à Euroc, et ainsi de suite, avoir ces retours-là pour finalement faire ce qu'on a appelé un workshop pilote, où là, on aura, comme vous voyez la petite ligne en pointillé, les critères de recommandation qui vont venir se mélanger, qu'on va venir choisir pour définir des pilotes recommandés. D'accord? Et on espère le faire dans la première moitié de l'année 2024. D'accord? Donc, c'est très pratico-pratique, ça prend du temps, c'est un boulot qui est long, il faut bien, et surtout ce qui compte, c'est qu'en fait, il y ait un consensus en avançant. D'accord? Alors, il ne faut pas que ce soit un consensus mou, mais c'est un consensus qui permet, on va dire, de s'assurer que l'on crée un cadre de référence dans lequel on croit tous, de façon à ce que l'input de toutes les personnes concernées ait un sens, parce qu'on est tous persuadés du cadre dans lequel on demande aux gens de mettre l'input. D'accord? Donc, ça prend du temps de se mettre tous d'accord, d'être sûr qu'on fait les choses bien, de donner le temps aux gens de répondre et d'analyser les informations. D'accord? Alors, première acte, donc les gens demandaient qu'est-ce qui va se passer prochainement. Voici la première chose, on va dire, sur laquelle on demande aux gens de participer. Donc, il y a une définition d'axe de maturité, d'accord, qu'on imagine que c'est quelque chose qui va prendre environ 6 semaines, 3 à 6 semaines, d'accord, parce qu'il va y avoir des agendas, des workshops à organiser avec plein de gens, il va falloir faire en sorte de concilier tout ça, d'accord. Il y a 3 sous-groupes de travail. Il y a un axe pour définir, il y a un groupe de travail pour définir l'axe système, un groupe de travail pour définir l'axe biologie et un groupe de travail pour définir l'axe des usages. D'accord? On imagine qu'il y aura 2-3 workshops de quelques heures dans chacun, potentiellement un peu de travail à la maison, un peu de devoir à la maison pour que chacun potentiellement se fasse son idée avant de faire le workshop. D'accord? On cherche environ un maximum de peut-être 12 participants par axe. D'accord? Et on veut pouvoir avoir une bonne diversité. L'idée, c'est qu'on ne veut pas que le groupe soit trop grand, parce que sinon, ça devient très difficile à manager. Mais on veut aussi qu'il soit assez hétéroclite, hétérogène, de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas un biais qui s'installe dans la définition de l'axe. D'accord? Si on va dire, si l'axe devait être fait que par Netri,
on y serait très biaisé pour faire en sorte que Netri marche bien sur l'axe. D'accord ? C'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'on va dire qu'il y ait un consensus et que sur l'axe technologique, on ait potentiellement des gens qui font différents types de microfluidiques, potentiellement des gens des équipements, potentiellement même des gens de la biologie, des gens du software et ainsi de suite, de façon à pouvoir faire un axe qui soit bien correspondant à la réalité de la manière dont on veut ranker notre panorama et ainsi de suite. Donc, il y a un Google Form qui a été préparé, d'accord, dans lequel on va vous demander de manifester votre intérêt, de vous identifier et manifester votre intérêt et de mettre un ranking sur vos deux axes préférés sur lesquels vous aimeriez participer, de façon à ce qu'on puisse répartir les choses de manière la plus sensée possible et pouvoir faire des choix si jamais on se retrouve avec un axe où il y a 30 personnes et un autre où il y en a 3. D'accord ? Donc voilà, ça c'est les prochaines activités. Ça va être intense. Je pense que c'est nécessaire d'arriver à structurer tout ça de façon à avoir une vision claire et à avancer les yeux ouverts avec un consensus global arrivé par un processus collectif. Voilà. Alors, quelqu'un pose la question sur définir l'axe système. Donc, l'axe système, pour moi, c'est la partie techno. D'accord ? Si on veut, s'il y a une partie techno, pourquoi j'ai dit système ? C'est parce que quand on dit techno, on pense beaucoup microfluidique, injection, device. D'accord ? Alors, j'ai mis système parce que dans système, moi, je considère qu'il y a aussi les éléments qui permettent au système de fonctionner, c'est-à-dire potentiellement les pompes, potentiellement l'électro-optique ou des choses comme ça, mais aussi l'électrophysiologie. Mais aussi, je considère que dans système, il y a la partie maturité de l'acquisition et de la qualité de la production d'endpoint, donc la production de métriques. D'accord ? Donc, les pipelines d'analyse, par exemple. D'accord ? C'est-à-dire que pour moi, une puce où on peut faire ce qu'on veut dessus, mais on n'a pas bien identifié comment faire de la métrique comment on va être capable de sortir la métrique une métrique qui compte. Je pense qu'il a une maturité beaucoup plus faible qu'un système, on va dire, qui est plus simple peut-être simplement un puits 96, mais qui a un pipeline d'analyse super robuste. Potentiellement, il a la même maturité qu'un système microfluidique super défini qui n'a pas son pipeline d'analyse associé. Voilà. Attendez, il y a peut-être, j'ai vu, une question là. Je regarde. Pensez-vous utiliser une par organe ou par pathologie ? Alors, là, je pense que l'idée, c'est que ça va… ah oui. Alors, je pense qu'il y aura obligatoirement… ce qu'il faut voir, c'est que les informations qui vont nous revenir, en fait, elles vont être taguées, en gros. D'accord ? Donc, il y aura probablement moyen d'avoir des manières de filtrer qui vont permettre de filtrer par organe, par patho. Mais je pense que le filtre primaire, c'est le filtre par segment de marché. Et je pense que ce filtre par segment de marché, d'où l'importance de définir quel segment de marché on veut utiliser. Et si les segments de marché qu'on veut utiliser, c'est par exemple par pathologie, et ben à ce moment-là, on aura un filtre primaire qui fera ça. Par contre, si on veut identifier par… typiquement, si on a un segment de marché, c'est oncologie, ben, je pense que c'est plus intéressant de filtrer par oncologie de voir que dedans, il y a des organoïdes, des organes surplus, de la neuro et ainsi de suite, plutôt que de filtrer par neuro et d'avoir une coupe transversale. Bref, moi, je pense qu'il y aura moyen de filtrer par plusieurs axes, mais qu'on aura des axes primaires et potentiellement des axes secondaires de filtrage. Je vois que le temps tourne. Non, mais je pense que on a le temps pour encore quelques questions, hein, s'il y a d'autres questions. En tout cas, merci Serge pour cette présentation. C'est vrai que là, on fait une démarche participative. Je pense que c'est super important que les gens manifestent leur intérêt. Et ça permettra effectivement de couvrir le maximum d'options possibles. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être que je peux rappeler, juste puisqu'il y a une question sur le rôle des laboratoires académiques, bien évidemment, les laboratoires académiques sont partie prenante de l'écosystème et seront au même titre intégrés dans des groupes techniques et donc participeront à l'ensemble de l'étude lorsqu'ils manifestent l'intérêt et bien évidemment en parallèle
d'autres actions académiques qui sont en cours et qui seront annoncées dans les prochaines semaines. Donc, on est très sensible. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que nous étant dans l'industrie, on est très tenté que les axes disent quand c'est industriel, la maturité est très forte, et quand c'est académique, la maturité est faible, alors que je pense que c'est pas le cas. Et qu'il faut vraiment définir des axes qui sont plus des axes qui sont plus cohérents avec le marché qu'on cherche à cartographier qu'un axe simpliste comme celui-là. Donc, je voulais rassurer aussi les académiques et les gens de la recherche qui nous regardent et qui potentiellement peuvent penser que ce qu'ils font rentrera bas. Je pense que c'est faux. C'est pas le cas. Et c'est pas le but. Et c'est pas le but. Et on a de la recherche académique, notamment sur les organoïdes, qui sont extrêmement performants en France, voire bien plus même que dans le reste du monde. Donc, c'est important de les intégrer dans notre réflexion globale. Et ça... Si on se rend compte que quelque chose rentre très très haut, mais ce qui lui manque, c'est d'industrialisation, et ben finalement, c'est peut-être un pilote qu'on peut décider de lancer. D'accord ? Donc, c'est ce genre de choses. Donc, c'est vraiment ce genre de choses qu'on veut être capable d'identifier. Oui, j'ai parlé de donc, le Google Form. Donc, pour préciser aussi par rapport aux propos que j'ai élaborés avant sur l'identification des acteurs, dans cet appel à manifestation d'intérêt sera positionné, donc bien évidemment les affiliations et les personnes, mais aussi le cadre dans lequel du groupe technique vous souhaiteriez participer et sur quel degré de TRL vous souhaitez aussi participer. Donc ce sera un forme générique qui sera inclus bien évidemment dans l'annuaire l'annuaire de BioValley France si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions? Est-ce que tout est clair? Il y a beaucoup de choses à faire. On est vraiment au démarrage de l'histoire. Oui, juste le Google Form, l'idée, c'est d'être capable de développer les groupes début février. Donc, vous voyez, effectivement, ça a mis du temps à se mettre en marche, mais je pense que là, on essaie de démarrer sur le chapeau de roue. Comme je disais tout à l'heure, en France, on a démarré tôt, on a pris un peu de retard par rapport aux autres pays. L'Italie est organisée, la Hollande est organisée, l'Allemagne est organisée. Nous, il faut qu'on arrive rapidement, et c'est pour ça que Serge insiste sur les délais. Il faut que rapidement, on puisse avoir des personnes intéressées pour participer à ces groupes de travail. Encore une fois, on fait une démarche participative. Je pense que c'est super, mais il faut que les gens participent. Parce qu'une démarche participative, si personne c'est sûr que c'est un peu dommage. Vous avez vu, hein, l'ensemble des acteurs du comité stratégique de filière sont présents. Les affiliations académiques, CNRS, INSERM, CEA et des acteurs industriels et privés sont présents aussi. Donc, peut-être pour conclure, Jean-Dominique, on peut avancer sur remercier l'ensemble des participants qui se trouvent nombreux aujourd'hui. On est très fiers de copiloter cette filière avec Jean-Dominique et l'ensemble des modes du COSTRA. On compte sur vous. Je rappelle, c'est une démarche participative volontaire. Nous sommes convaincus avec Jean-Dominique et l'ensemble des acteurs qu'il est important et nécessaire de prendre le coche maintenant, de façon à ce qu'on puisse faire de la France un acteur mondial, leader des organes et des organes sur puce. Nous avons l'ensemble des acteurs publics qui sont mobilisés, soutenus par des actions interministérielles, France 2030, l'Agence Innovation Santé, le G5 Santé, la FEFIS, les acteurs académiques. C'est le moment de vous mobiliser tous pour qu'on puisse avancer rapidement avec cet premier projet qui va être lancé donc très rapidement. Merci encore. Et puis merci aussi à nos personnes de la com qui ont fait un super boulot pour nous préparer une super présentation. Et puis rendez-vous donc le 14 mars. Et puis avant, effectivement, il faut absolument vous connecter pour le Google Form et aussi penser à vous connecter sur l'annuaire pour essayer de voir si vous êtes intéressé à participer. Plus il y aura de personnes dans l'annuaire, mieux ce sera. Mais en tout cas, merci à tous. Et si vous avez des questions, des suggestions pour d'autres thématiques qu'on pourrait aborder dans ces webinaires, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et merci encore. Merci Jean-Dominique, merci aussi aux équipes, merci au soutien à tout le monde. Et c'est parti pour créer cette filière avec tous les acteurs en France. Bon après-midi, bonne journée. Merci à tous.